On m'a exclu des fiançailles de ma sœur, me jugeant la jalouse. Je leur ai dit de ne pas s'étonner de rater mon mariage. 3 semaines plus tard, ma tante a envoyé la photo du faire-part qu'ils n'ont jamais reçu. Ma mère a appelé, en larmes. Je faisais défiler mon fil Instagram quand mon téléphone a soudainement été inondé de notifications, de photos où j'étais identifié, de commentaires, de cœurs, le tout provenant d'un événement dont je ne savais rien. La fête de fiançailles de ma sœur Brigitte. Tout le monde était là. Mes parents, nos cousins, même des parents éloignés qui vivaient à l'autre bout de la France. Tout le monde, sauf moi. Mes doigts tremblaient tandis que j'appelais ma mère, les larmes coulant déjà sur mon visage. Sa voix était froide, dédaigneuse. Tu as toujours été la jalouse, Anaïs. Nous ne voulions pas que tu fasses une scène. Ces mots m'ont blessé plus profondément qu'un couteau. J'ai simplement répondu, alors ça ne vous dérangera pas de manquer mon mariage à moi non plus. Grandir en tant que sœur aînée dans notre foyer signifiait qu'on attendait toujours de moi que je sois la responsable. Brigitte avait 5 ans de moins et dès sa naissance, avec ses boucles blondes parfaites et ses grands yeux bleus, elle est devenue l'enfant chéri de notre famille. Je n'étais pas négligé, à proprement parler, mais la différence dans la manière dont nous étions traités était subtile et persistante. Notre maison d'enfance dans une banlieue pavillonnaire de l'Île-de-France était confortable, classe moyenne, avec un grand jardin et une balançoire faite d'un pneu que mon père avait suspendu à un chêne. Mes parents, David et Marguerite Lefebvre, n'étaient pas de mauvaises personnes. Ils avaient juste une préférence évidente qu'ils n'ont jamais reconnue. Quand j'avais 10 ans, j'ai remporté la première place au concours scientifique de l'école avec un projet sur la filtration de l'eau. Mes parents ont assisté à la cérémonie mais sont partis immédiatement après car Brigitte avait un gala de danse le même soir. Ils lui ont acheté des fleurs. Pour ma réussite, j'ai eu droit à un rapide bon travail dans la voiture. Ce schéma a continué tout au long du lycée. J'ai maintenu une excellente moyenne générale, suis devenue rédactrice en chef de l'annuaire du lycée et obtenu une bourse partielle pour la Sorbonne. Ma fête pour l'obtention de mon baccalauréat fut un petit barbecue dans le jardin. 3 ans plus tard, lorsque Brigitte a obtenu son diplôme avec une moyenne correcte et sans activités extrascolaires particulières, mes parents ont loué une salle et invité 60 personnes. Ta sœur a besoin de plus d'encouragement, disait ma mère chaque fois que je soulignais la disparité. Toi, tu es naturellement confiante et indépendante. C'est à l'université que les vraies différences financières sont devenues apparentes. Je travaillais 30 heures par semaine dans un café et contractais des prêts pour couvrir ce que ma bourse ne payait pas. Pendant ce temps, mes parents payaient l'intégralité des frais de scolarité de Brigitte dans une université privée. Quand j'ai demandé pourquoi, mon père a haussé les épaules. Tu es plus responsable avec l'argent. Brigitte a besoin de notre aide. Malgré tout, j'ai maintenu une relation avec ma famille. Quel autre choix avais-je? Ils étaient toujours mes parents et Brigitte était toujours ma sœur. Je leur rendais visite pour les fêtes, appelant chaque semaine et me convainquant que leur comportement n'était pas intentionnel, qu'ils nous aimaient également à leur manière. À 32 ans, je m'étais construit une belle vie. J'étais devenue directrice marketing dans une entreprise technologique en pleine croissance à Paris. J'avais mon propre appartement, des amis proches et une stabilité financière. Et récemment, j'avais rencontré Julien, un pédiatre aux yeux bienveillants et à l'intelligence discrète qui m'avait immédiatement attiré. Après 4 mois de relation, les choses devenaient sérieuses. Je prévoyais enfin de le présenter à ma famille. Puis sont arrivées les notifications Instagram qui ont tout changé. Les photos montraient ma famille réunie chez mes parents. Des décorations argentées et bleues. Un gâteau avec l'inscription « Félicitations Brigitte et Jacques » en écriture élégante. Ma mère rayonnante. Mon père levant un toast. Tante, oncle, cousin, amis de la famille, tous célébrant une étape importante dans la vie de ma sœur. Tous délibérément rassemblés pendant que je restais dans l'ignorance. Je reconnaissais certains amis de Brigitte de l'université, des gens que j'avais brièvement rencontrés au fil des ans. Et puis je l'ai vu, Jacques-Pierre, debout à côté de ma sœur, le bras autour de sa taille, une bague en diamant visible à son doigt alors qu'elle faisait des gestes animés vers quelqu'un hors champ. Jacques-Pierre. Le même Jacques avec qui j'étais sorti pendant 3 mois durant ma 2e année à la Sorbonne avant qu'il ne change d'université. Le même Jacques que Brigitte avait rencontré un week-end où elle m'avait rendu visite. Le même Jacques avec qui elle avait apparemment repris contact et avec qui elle était maintenant fiancée. Ma sœur savait que j'étais sorti avec Jacques. Ce n'était pas sérieux entre nous, juste une brève romance universitaire, mais elle le savait.
Pourtant, elle n'avait jamais mentionné avoir repris contact avec lui. Jamais mentionné qu'ils sortaient ensemble, et encore moins qu'ils étaient fiancés. Et maintenant, ils célébraient avec tout le monde, sauf moi. Je me sentis nauséeuse, trahie, non seulement par l'exclusion, mais par le secret délibéré. Depuis combien de temps étaient-ils ensemble? Depuis combien de temps ma famille était-elle au courant? Combien de conversations avaient eu lieu où tout le monde évitait soigneusement de mentionner Jacques devant moi? Le lendemain matin, je me suis rendu à la maison de banlieue de mes parents, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures blanchissaient. Je n'avais pas dormi, mon esprit tourbillonnant de questions et de blessures. J'avais besoin de réponses, face à face, pas par un appel téléphonique que ma mère pourrait facilement raccrocher. Leur maison avait l'air comme toujours. Les volets bleus que mon père repeignait tous les quelques ans. Le nain de jardin en céramique que Brigitte avait offert à ma mère pour Noël un an, la balançoire du porche où j'avais passé d'innombrables soirées d'été à lire pendant que les moustiques bourdonnaient autour de la lumière jaune anti-insectes. Ma mère a ouvert la porte en tenue de jardinage, la surprise traversant brièvement son visage avant qu'elle ne se ressaisisse. « Anaïs, je ne m'attendais pas à ce que tu fasses tout ce chemin, je peux entrer ?» ai-je demandé, ma voix plus stable que je ne me sentais. Elle a hésité, puis s'est écartée. « Ton père est dans son bureau. » Le salon portait encore les vestiges de la fête. Un ballon argenté s'était échappé dans un coin du plafond. Des sacs cadeaux étaient soigneusement empilés sur le buffet. Une bannière félicitations était suspendue à travers l'arche menant à la salle à manger. « Vous auriez au moins pu enlever les décorations avant que j'arrive, ai-je dit. Ma mère a soupiré et a appelé mon père. Il est apparu, l'air mal à l'aise, les mains dans les poches. « Je pense que nous devons parler d'hier, ai-je dit. Il n'y a rien à discuter, a répondu ma mère. C'était une petite réunion intime. Nous ne pouvions pas inviter tout le monde. Tout le monde, ai-je ri sans humour. Maman, tu as invité tante Lydie de la Côte d'Azur. Tu as invité l'ami de la fac de papa. Tu as invité les enfants adultes de nos voisins qui ont déménagé il y a 10 ans. La seule personne que tu n'as pas invitée, c'était moi. Mon père a déplacé son poids d'un pied à l'autre mais est resté silencieux. Ce n'était pas personnel, Anaïs, a dit ma mère. Brigitte voulait une célébration sans drame. Sans drame? Quand ai-je déjà causé des drames lors d'événements familiaux? Tu as toujours été en compétition avec ta sœur, essayant toujours de la surpasser ou d'attirer l'attention sur toi. Je la fixais, incrédule. C'est vraiment comme ça que tu me vois? C'est comme ça que tout le monde te voit, ma chérie. Tu ne peux pas t'en empêcher. Et avec ton histoire avec Jacques? Mon histoire? Nous sommes sortis ensemble pendant 3 mois à l'université. C'était il y a plus de 10 ans. Quand même, ça aurait été gênant, a finalement parlé mon père. Ta mère a pensé qu'il valait mieux éviter tout problème potentiel. Bien sûr, mon père n'a jamais contredit les décisions de ma mère concernant nous, les filles. Jamais il n'avait pris ma défense quand elle rejetait mes sentiments ou m'accusait de jalousie. La porte d'entrée s'est ouverte et Brigitte est entrée sans frapper. Elle s'est figée en me voyant. Oh, tu es là. Aucune excuse, aucune honte, juste une légère surprise. Félicitations, ai-je dit platement. J'ai dû découvrir par Instagram que ma sœur est fiancée. Brigitte a levé les yeux au ciel. Ne sois pas si dramatique. C'était juste une petite fête avec 40 personnes. Tout le monde sauf moi. Maman pensait que ce serait bizarre à cause de Jacques. Tu ne m'as même jamais dit que tu sortais avec lui. Parce que je savais que tu en ferais toute une histoire autour de toi, comme tu le fais en ce moment. Brigitte a posé son sac à main et a croisé les bras. Jacques et moi avons repris contact il y a 2 ans au mariage d'un ami commun. Nous sortons ensemble depuis. Il m'a demandé en mariage le mois dernier. Voilà. Maintenant tu es à jour. 2 ans. Ils étaient ensemble depuis 2 ans et personne ne me l'avait dit. Tu savais que j'étais sorti avec lui à l'université, ai-je dit. Tu l'as rencontré quand tu m'as rendu visite pendant, genre, 5 minutes. Et vous êtes sortis ensemble quoi? Quelques semaines? 3 mois? Peu importe. Ce n'était pas sérieux. Mais bien sûr, maintenant tu vas essayer de faire de mes fiançailles une histoire sur ton passé antique avec Jacques. Ma mère hochait la tête en accord avec les mots de Brigitte. C'est exactement pourquoi nous avons pensé qu'il valait mieux ne pas t'inclure dans la célébration.
J'avais l'impression de perdre la tête. Donc, au lieu d'avoir une conversation d'adulte avec moi sur la situation, vous avez tous décidé de m'exclure complètement pour célébrer dans mon dos. Tu réagis de manière excessive, a dit ma mère. Comme d'habitude. Je vous ai invité à ma remise de diplôme, ai-je dit, ma voix s'élevant. Je vous ai invité à ma fête de promotion. Je vous ai tous inclus dans chaque moment important de ma vie, même quand vous m'avez traité comme une simple pensée après coup. Ce n'est pas vrai, a faiblement interjeté mon père. C'est vrai. Et maintenant, je découvre que ma sœur est fiancée à quelqu'un avec qui je suis sorti une fois et aucun de vous n'a eu la décence de me le dire directement. J'ai dû voir les photos de la fête en ligne. Brigitte s'est approchée de moi. Attends, tu es vraiment contrarié à propos de Jacques? Tu as encore des sentiments pour lui ou quelque chose comme ça? Non, je suis contrarié d'être exclu de ma propre famille. Tu vois, a dit Brigitte en regardant nos parents. Elle fait une scène, exactement comme vous l'aviez dit. Je me suis tourné vers ma mère, choqué. C'est ce que tu as dit aux gens? Que tu ne m'as pas invité parce que je ferai une scène? L'expression de ma mère l'a confirmé avant même qu'elle ne parle. Nous avons dit aux gens que tu étais invité mais que tu ne pouvais pas venir à cause d'engagement professionnel. La pièce a légèrement tourné. Ils avaient invité tout le monde sauf moi et ensuite ils avaient menti à ce sujet. Faisant de moi la méchante en mon absence. Je dois y aller, ai-je dit en attrapant mon sac à main. Félicitations encore, Brigitte. J'espère que toi et Jacques serez très heureux ensemble. Anaïs, ne pars pas comme ça, a dit mon père, montrant enfin une certaine inquiétude. Comme quoi, papa? Comme quelqu'un qui vient de découvrir que toute sa famille lui a menti et a menti à son sujet? Comment suis-je censé partir, exactement? Je suis parti en voiture, les larmes brouillant ma vision, m'arrêtant 2 rues plus loin quand il est devenu dangereux de continuer. Je suis resté là, sanglotant, sentant que tout ce que je pensais savoir sur ma relation familiale n'avait été qu'une illusion soigneusement entretenue. Ce soir-là, j'ai appelé Julien. Nous avions prévu de dîner, mais je ne pouvais pas imaginer être de bonne compagnie. On peut reporter, ai-je demandé, ma voix encore rauque d'avoir pleuré. Est-ce que ça va? L'inquiétude immédiate dans sa voix a fait monter de nouvelles larmes. Pas vraiment. Des histoires de famille. J'ai découvert que ma sœur est fiancée et ils ont fait toute une fête sans me le dire. J'arrive, a-t-il dit sans hésitation. J'apporte le dîner. 1 heure plus tard, nous étions assis sur mon canapé avec des boîtes de nourriture thaïlandaise intactes pendant que je lui racontais tout. Les années de favoritisme subtil, la fête de fiançailles, la confrontation. Le pire, ai-je dit, c'est que je viens d'apprendre par Sarah que Brigitte a dit à tout le monde que j'étais invité, mais que j'ai choisi de ne pas venir parce que j'étais trop occupé par le travail et que je ne me souciais pas des événements familiaux. Sarah, une amie d'enfance dont les parents étaient proches des miens, m'avait envoyé un texto après avoir vu ma story Instagram, un paysage urbain générique qui ne correspondait pas à quelqu'un qui était censé être à un événement familial. Julien a écouté sans interruption, puis m'a serré dans ses bras. Je suis vraiment désolé, Anaïs. C'est incroyablement blessant. Est-ce que je réagis de manière excessive? Ma mère dit toujours que oui. Absolument pas. Ils t'ont exclu d'un événement familial important et ont ensuite menti sur la raison. Ça blesserait n'importe qui. Il a doucement écarté une mèche de cheveux de mon visage. Et il semble que ce ne soit que le dernier exemple d'un comportement répétitif. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un validait ce que j'avais toujours ressenti mais qu'on m'avait appris à douter. Cela a libéré quelque chose en moi, une permission de faire confiance à ma propre perception de la réalité qui avait été systématiquement sapée pendant des années. Au cours des semaines suivantes, je me suis concentré sur mon travail et ma relation avec Julien. Je n'ai pas appelé mes parents et ils ne m'ont pas appelé. Brigitte a envoyé un texto qui disait simplement « J'espère que tu n'es plus fâché. J'adorerais que tu participes à l'organisation du mariage quand tu seras prête à me soutenir. » Je n'ai pas répondu. Julien est devenu mon roc. Contrairement à ma famille, il me voyait clairement et appréciait ce qu'il voyait. Il admirait mon éthique de travail, riait de mes blagues, respectait mes opinions et ne m'a jamais fait sentir que j'étais trop ou pas assez. 6 semaines après avoir découvert les fiançailles de Brigitte, Julien m'a emmené dans les Vosges pour un week-end. Nous avons séjourné dans un chalet confortable avec vue sur un lac, avons fait des randonnées à travers le feuillage d'automne et avons mangé dans un petit restaurant familial où le propriétaire connaissait Julien par son nom.
Je venais ici avec mes parents chaque automne, a-t-il expliqué alors que nous dégustions une tarte aux pommes maison. Certains de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Lors de notre dernière matinée, nous avons regardé le lever du soleil depuis la terrasse du chalet, emmitouflé dans des couvertures contre le froid d'octobre. Julien semblait nerveux, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises, s'éclaircissant la gorge plusieurs fois sans parler. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « On doit rentrer plus tôt ?» Il a pris ma main. « En fait, il y a quelque chose que je veux te demander. » Quand il s'est agenouillé, j'ai eu le souffle coupé. Le soleil levant a capté la simple bague en diamant qu'il me tendait, envoyant des prismes de lumière danser sur la terrasse en bois. « Anaïs Lefebvre, je sais que nous ne sommes pas ensemble depuis très longtemps, mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie. Tu es brillante, gentille, résiliente, et la personne avec qui je veux construire ma vie. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes ont coulé sur mes joues alors que je hochais la tête. « Oui, absolument, oui. » Il a glissé la bague à mon doigt, et nous nous sommes embrassés alors que la lumière dorée se répandait sur le lac en contrebas. « J'aurais dû demander à ton père d'abord, » a-t-il dit ensuite, l'air soudainement inquiet. « Je sais que c'est la tradition. » J'ai secoué la tête. Mon père n'a jamais pris de décision importante sans s'en remettre à ma mère, et ma mère n'a jamais pris de décision dans mon meilleur intérêt. La vérité de ces mots m'a frappé durement en les prononçant. Pour la première fois, je voyais la dynamique de ma famille avec une clarté totale. « Quand même, » a dit Julien, « ce sont tes parents. »« La famille, c'est plus que le sang, » ai-je répondu. « C'est la façon dont les gens te traitent, comment ils sont là pour toi. » Sur le chemin du retour vers Paris, nous avons discuté de la manière de partager notre nouvelle. Les parents de Julien seraient ravis. Il était leur fils unique, et il m'avait accueilli chaleureusement les quelques fois où nous nous étions rencontrés. Mais ma famille était plus compliquée. Je devrais d'abord le dire à ma tante Linda, ai-je décidé. Elle a toujours été juste envers Brigitte et moi. Linda était la sœur cadette de ma mère, une maîtresse de maternelle au franc-parler et à la chaleur sincère. Elle m'avait souvent glissé des mots d'encouragement ou de petits cadeaux au fil des ans, surtout lorsque mes parents étaient particulièrement obtus quant à leur favoritisme. Je l'ai appelée ce soir-là. « Tante Linda, j'ai une nouvelle. »« Anaïs, je pensais justement à toi. Est-ce que tout va bien ? J'ai entendu parler de la situation de la fête de fiançailles. Que as-tu entendu exactement ? » Elle a soupiré. « Que tu avais été invité mais que tu ne pouvais pas venir. » Mais connaissant ta mère, je me suis douté que ce n'était pas toute la vérité. Ils ne m'ont pas invité. Je l'ai découvert sur Instagram. Oh, ma chérie, je suis tellement désolé. J'étais hors de la ville ce week-end-là, sinon j'aurais remarqué ton absence. Je lui ai raconté la confrontation avec mes parents et Brigitte, leur mépris pour mes sentiments, et la révélation qu'ils avaient menti à tout le monde en prétendant m'avoir invité. Ça ressemble tout à fait à ta mère, a dit tristement Linda. Elle a toujours eu un angle mort quand il s'agit de la façon dont elle te traite par rapport à Brigitte. Eh bien, j'ai aussi des nouvelles plus heureuses. Julien m'a demandé en mariage ce week-end, et j'ai dit oui. Sa joie était sincère et curative après le rejet de ma famille. Anaïs, c'est merveilleux. Raconte-moi tout sur lui. Après avoir partagé des détails sur Julien et notre relation, j'ai pris une profonde inspiration. Tante Linda, j'ai pris une décision. Je n'inclus ni mes parents ni Brigitte dans les préparatifs de mon mariage. Après ce qui s'est passé avec la fête de fiançailles, je ne peux tout simplement pas. Il y a eu une pause. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ? Oui. Ils m'ont exclu d'une célébration familiale. Ils ne peuvent pas s'attendre à être inclus dans la mienne. Et plus tard ? Les mariages ne durent qu'un jour, mais la famille, c'est pour toujours. La façon dont ils me traitent n'est pas de l'amour. C'est au mieux de l'obligation, au pire de la manipulation. J'en ai assez de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Linda n'a pas essayé de me faire changer d'avis. C'est ton mariage, Anaïs. Tu devrais être entouré de personnes qui te soutiennent et te célèbrent sincèrement. Voudrais-tu être ma mère de la mariée honoraire ? Tu as été plus une figure maternelle pour moi à bien des égards que ma propre mère. Je pouvais entendre l'émotion dans sa voix. Je serais honoré, ma chérie. Le lendemain, j'ai appelé ma mère. Je ne lui avais pas parlé depuis que j'étais sorti en trombe de leur maison après avoir découvert la supercherie de la fête de fiançailles. Anaïs, a-t-elle répondu avec surprise.
Je commençais à penser que tu n'appellerais plus jamais. J'ai des nouvelles, ai-je dit, sautant toute prétention de banalité. Julien m'a demandé en mariage. Et j'ai dit oui. Qui est Julien? La confusion sincère dans sa voix a confirmé le peu d'attention qu'elle avait porté à ma vie. Je l'avais mentionné plusieurs fois dans des conversations précédentes. Mon petit ami depuis 6 mois, le pédiatre. Oh, d'accord. Eh bien, félicitations. C'est une merveilleuse nouvelle. Avez-vous fixé une date? Il va me falloir du temps pour tout organiser correctement. Rien de trop précipité, j'espère, et il faudra coordonner avec le calendrier du mariage de Brigitte. Elle et Jacques pensent à juin prochain. La manière désinvolte dont elle a tenté de prendre le contrôle de mon mariage tout en donnant la priorité à celui de Brigitte a déclenché quelque chose de féroce en moi. En fait, maman, tu n'auras rien à organiser. Tu ne seras pas impliquée dans mon mariage. De quoi parles-tu? J'ai décidé que puisque vous ne vouliez pas de moi à la célébration des fiançailles de Brigitte, vous ne serez pas à mon mariage. À aucune partie. Ni l'enterrement de vie de jeune fille, ni la cérémonie, ni la réception. Ne sois pas ridicule, Anaïs. Je suis ta mère. Alors ça ne vous dérangera pas de manquer mon mariage à moi non plus. Le silence s'est étiré entre nous. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix était dédaigneuse. Tu es contrarié à propos de la fête de fiançailles. Je comprends. Tu t'en remettras. Ce n'est pas un caprice, maman. C'est une limite. J'en ai assez d'être traité comme si je ne comptais pas, Anaïs, sois raisonnable. Les gens parleront si tes propres parents ne sont pas à ton mariage. Laisse-les parler. Je préfère que les gens parlent plutôt que de passer le jour de mon mariage à me sentir comme une simple pensée après coup dans ma propre vie. Elle a ricané. Très bien. Fais ta petite rébellion. Appelle-moi quand tu seras prête à être une adulte à ce sujet. L'appel s'est terminé et je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois, j'avais tenu tête à ma mère sans reculer ni douter de moi-même. Ce soir-là, Linda m'a rappelé. Je pensais que tu devrais savoir quelque chose. Tes parents ont déjà réservé une salle pour le mariage de Brigitte. Ils couvrent toutes les dépenses pour 200 invités. Ils quoi? Ils ne sont fiancés que depuis 2 mois. Moins que ça officiellement. Et d'après ce que j'ai entendu, Brigitte et Jacques ne sortent ensemble que depuis environ 6 mois. Pas 2 ans comme elle le prétendait. 6 mois. Ils avaient menti à ce sujet aussi. Ta mère planifie ce mariage depuis leur 3e rendez-vous. Apparemment, elle a déjà commandé la robe de Brigitte. Je me suis souvenu de toutes les fois où ma mère avait remis en question ma relation avec Julien. C'est sérieux? Vous ne vous précipitez pas? Vous le connaissez à peine. Pendant ce temps, elle planifiait un mariage extravagant pour la relation de 6 mois de ma sœur. Merci de me le dire, tante Linda. Ça confirme juste que je prends la bonne décision. Julien et moi avons opté pour un mariage petit et significatif. Nous voulions environ 50 invités, des amis proches et de la famille qui soutenaient sincèrement notre relation. Ses parents ont offert leur magnifique jardin comme lieu de réception, ce qui semblait parfait pour la célébration intime que nous envisagions. Et ta famille élargie? A demandé Julien alors que nous rédigions notre liste d'invités. Tes cousins, tes tantes et oncles. J'inviterai ceux dont je suis proche. Tante Linda, évidemment. Mes cousins Megan et Théo. Oncle Robert. Et tu es sûr de ne pas inviter tes parents et Brigitte? J'ai hoché fermement la tête. J'ai passé toute ma vie à accepter des miettes d'attention et d'affection de leur part. Je ne le ferai pas le jour de mon mariage. Julien n'a pas insisté. Il avait été témoin des conséquences de leur rejet et comprenait que ce n'était pas une décision hâtive prise sous le coup d'une colère passagère. J'ai commencé à voir un thérapeute, le docteur Cartier, pour m'aider à analyser la dynamique de ma famille. Lors de nos séances, j'ai découvert des schémas que j'avais normalisés depuis si longtemps que je ne pouvais plus les voir clairement. Ce que vous décrivez est une dynamique classique de l'enfant chéri et du bouc émissaire, a expliqué le docteur Cartier. Votre sœur était idéalisée tandis qu'on vous attribuait le rôle de l'enfant à problème, indépendamment de votre comportement réel. Mais pourquoi, ai-je demandé. Que ai-je fait pour mériter ce rôle? Rien. Ces schémas en disent généralement plus sur les problèmes non résolus des parents que sur les enfants eux-mêmes.
Votre mère peut s'identifier à Brigitte d'une manière qui la fait se sentir bien dans sa peau. Tandis que vous lui rappelez peut-être des qualités qu'elle n'aime pas ou craint en elle-même. Ces séances m'ont aidé à comprendre que je n'étais ni folle ni hypersensible. Le favoritisme avait été réel, pas imaginaire, et son impact sur mon estime de soi et mes relations était significatif. Au fil des semaines, ma mère envoyait des textos occasionnels. T'es-tu calmé maintenant? Ton père s'ennuie de toi. On continue vraiment comme ça? Je répondais poliment mais fermement, maintenant ma limite concernant le mariage. La famille de Julien, en revanche, m'a complètement adopté. Sa mère, Sandra, m'invitait régulièrement à déjeuner. Son père, Robert, a partagé sa collection de livres en édition originale avec moi après avoir appris que j'aimais la littérature. Sa sœur Alix m'envoyait des mèmes drôles et m'invitait à prendre un café. Il m'incluait naturellement, sans obligation ni calcul. Ta famille est incroyable, ai-je dit à Julien un soir. Ils me font me sentir si bien accueilli. Ils t'aiment, a-t-il dit simplement. C'est ce que les familles sont censées faire. Avec Sandra, j'ai conçu nos faire-part de mariage. Du carton crème élégant avec une calligraphie bleu marine et de petites aquarelles florales assorties au jardin où nous échangerions nos vœux. Nous les avons adressés avec soin, incluant une note sincère à chaque invité expliquant l'importance de leur présence en ce jour. S'il te plaît, ne discute pas des détails du mariage avec ma mère, ai-je demandé à tante Linda lorsque je lui ai donné son invitation en personne autour d'un café. Je ne le ferai pas, a-t-elle promis. Bien qu'elle essaie d'obtenir des informations. Elle ne croit toujours pas que tu iras jusqu'au bout en les excluant. Elle ne me connaît pas très bien, alors. Alors que le mariage approchait, je me sentais de plus en plus confiante dans ma décision. La douleur d'être exclue de la célébration de Brigitte s'était transformée en quelque chose de valorisant. Je créais des limites basées sur la façon dont je méritais d'être traité, et non sur l'obligation ou la culpabilité. Puis est arrivé l'email qui a failli me briser. Ma cousine Megan m'a accidentellement mise en copie d'une réponse à un fil de discussion de groupe. L'email original provenait de ma mère à divers membres de la famille. Nous sommes tous préoccupés par l'état mental d'Anaïs. Ses fiançailles précipitées avec un homme qu'elle connaît à peine, suivi de la rupture avec sa famille, suggèrent qu'elle ne pense pas clairement. Julien semble assez gentil, mais il est clair qu'il se contente d'Anaïs alors qu'il pourrait trouver mieux. Nous vous demandons de lui faire plaisir en assistant à ce mariage, mais s'il vous plaît, n'en parlez pas à Brigitte car cela ne ferait que la contrarier pendant l'organisation de son propre mariage. Tout cela est plutôt embarrassant, mais nous espérons qu'Anaïs retrouvera la raison bientôt. Je l'ai lu 3 fois, chaque fois ayant l'impression d'avoir été physiquement frappé. Ma mère ne se contentait pas de m'exclure des événements familiaux. Elle travaillait activement à saper mon bonheur et à monter les autres contre ma relation. Quand Julien m'a trouvé recroquevillé sur notre lit, sanglotant, je pouvais à peine parler. Je lui ai juste tendu mon téléphone avec l'email affiché. Son expression s'est assombrie en lisant. C'est cruel, a-t-il dit finalement, et complètement faux. Je ne me contente pas de toi, Anaïs. Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais connue. Il m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais, puis a préparé le dîner pendant que je prenais une longue douche pour laver la douleur. Devant des pâtes que nous n'avions ni l'un ni l'autre très envie de manger, nous avons discuté de ce qu'il fallait faire. Je pense que tante Linda doit voir ça, ai-je dit finalement. Je lui ai transféré le fil de l'email. Sa réponse fut immédiate, un appel téléphonique. Ça s'arrête maintenant, a-t-elle dit, sa voix inhabituellement dure. Ta mère est allée trop loin. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec ta permission, j'aimerais envoyer une photo de ton magnifique faire-part aux membres de la famille qu'elle empoisonne contre toi, avec une note expliquant que tes parents et ta sœur ont été délibérément exclus parce qu'ils t'ont exclu des événements familiaux. Je pense qu'il est temps que tout le monde comprenne ce qui se passe réellement. J'ai hésité. Ça ne va pas créer encore plus de drame? Parfois, la vérité doit être dite à voix haute, Anaïs. Ta mère compte sur ton silence pour continuer son récit. Après en avoir discuté avec Julien, j'ai accepté le plan de Linda. 3 jours plus tard, les appels et les textos ont commencé à affluer. Mon cousin Théo, je n'avais aucune idée que tu n'étais pas invité à la fête de Brigitte. C'est vraiment dégueulasse. Mon oncle Robert, ta mère nous a dit que tu étais trop occupé par le travail pour assister aux réunions de famille. Je suis désolé, je l'ai cru. Même ma grand-mère, j'ai toujours remarqué à quel point ta mère traitait différemment vous, les filles,
mais je ne voulais pas m'en mêler. C'était une erreur de ma part. C'était valorisant, mais aussi douloureux d'apprendre que d'autres avaient remarqué le traitement inégal mais n'étaient jamais intervenus. Pourtant, à chaque conversation, je me sentais plus confiante dans ma décision de créer des limites avec ma famille immédiate. Alors que la semaine de mon mariage approchait, je me suis concentré sur la joie d'épouser Julien plutôt que sur l'absence de mes parents et de ma sœur. Nous avons planifié un petit dîner de répétition, un brunch pour les invités venant de loin, et une journée au spa avec mes amis les plus proches. Puis, 3 semaines après que tante Linda ait envoyé son message de vérité, mon père a appelé. En 32 ans, je pouvais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où il m'avait appelé directement plutôt que de passer le téléphone à ma mère lors de ses appels de routine hebdomadaire. « Anaïs » a-t-il dit, sa voix hésitante. J'ai beaucoup réfléchi. Oh. Ta mère et moi, nous avons fait des erreurs. La façon dont nous avons géré la fête de fiançailles de Brigitte était mauvaise. Les choses que ta mère a dites dans cet email étaient inexcusables. Je me suis assise, surprise par sa reconnaissance. Oui, elle l'était. Je sais qu'une simple excuse n'est pas suffisante. Mais je veux que tu saches que je le vois maintenant. Comment nous avons favorisé Brigitte? Comment nous avons méprisé tes sentiments? Comment nous avons échoué en tant que parents? Mes yeux se sont remplis de larmes. Pourquoi maintenant, papa? Pourquoi tu ne le vois que maintenant? Linda nous a montré ce que nous faisions. Et sans que ta mère n'intervienne immédiatement pour le justifier, j'ai dû vraiment regarder notre comportement. Ce n'était pas joli, Anaïs. J'ai honte. J'avais besoin que tu prennes ma défense. Toutes ces années où maman me faisait me sentir inférieur, quand elle dénigrait mes réussites, quand elle me faisait douter de moi-même, j'avais besoin que tu dises quelque chose. Je sais, je t'ai laissé tomber. Je n'attends pas de pardon, mais je voulais demander. Y a-t-il un moyen de repartir de l'avant? Un chemin pour réparer les choses? Je n'avais pas de réponse pour lui. Je dois y réfléchir, papa. Ce n'est pas quelque chose que je peux décider maintenant. Je comprends. Sache juste que, quelle que soit ta décision concernant le mariage, je respecte ton choix. Tu mérites d'être entouré de gens qui t'apprécient le jour de ton mariage. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans un silence stupéfait. Mon père ne m'avait jamais parlé aussi directement ni pris ses responsabilités aussi clairement. C'était la conversation que j'attendais depuis toute ma vie, arrivant juste quelques jours avant mon mariage, alors que j'avais finalement accepté qu'elle n'aurait jamais lieu. Le lendemain matin, une lettre manuscrite est arrivée de mon père. 10 pages de son écriture soignée et précise, détaillant des décennies de dynamique familiale de son point de vue. Il a écrit sur sa rencontre avec ma mère à l'université, ses parents autoritaires qui la critiquaient constamment, et comment il s'était juré de ne jamais la défier parce qu'il pensait que la soutenir signifiait être d'accord avec tout ce qu'elle faisait. Il a expliqué comment la naissance difficile de Brigitte avait déclenché une dépression postpartum chez ma mère, créant un lien intense entre elles une fois qu'elle s'était rétablie. Il a admis avoir remarqué le favoritisme très tôt, mais s'être convaincu que c'était inoffensif, que j'étais assez forte pour le supporter. Je me disais que tu n'avais pas besoin de la même attention que Brigitte, a-t-il écrit. Que tu étais indépendante et confiante par nature. La vérité est que j'ai choisi la voie de la facilité. Il était plus simple de suivre ta mère que de confronter l'injustice. Je vois maintenant à quel point cela t'a blessé et comment mon silence m'a rendu complice. Il a rappelé des moments précis où il aurait dû intervenir. Ma remise de diplôme du lycée éclipsée par le gala de danse de Brigitte. Mes années d'université à multiplier les emplois pendant qu'il payait l'intégralité des frais de scolarité de Brigitte. La fête de fiançailles dont j'ai appris l'existence par les réseaux sociaux. Aucun de ces choix n'était juste pour toi, a-t-il écrit. Tu méritais mieux de nous deux, mais surtout de moi. Un père devrait protéger tous ses enfants de la même manière, et j'ai échoué à te protéger de la douleur que nous avons causée. La lettre se terminait sans demande de pardon, juste une simple déclaration. Je respecterai toutes les limites dont tu auras besoin, aussi longtemps que tu en auras besoin. Mon espoir est qu'un jour, je puisse avoir le privilège d'être un vrai père pour toi, celui que tu as toujours mérité. J'ai lu la lettre 3 fois, les émotions tourbillonnant en moi. Validation, chagrin, soulagement. Une vie entière à questionner ma propre valeur soudainement expliquée dans la confession de mon père que le problème n'avait jamais été moi. J'étais encore en train de digérer ces mots quand mon téléphone a sonné avec le numéro de ma mère. J'ai failli ne pas répondre,
mais quelque chose m'a poussé à glisser l'icône verte. Anaïs. Sa voix était épaisse de larmes. Anaïs, j'ai vu le faire-part. Linda me l'a montré. J'ai attendu, ne sachant que dire. Il est magnifique, a-t-elle poursuivi, sa voix se brisant. Tellement élégant. Tout comme toi. Maman, ça va? Non. Non, je ne vais pas bien. Elle pleurait ouvertement maintenant, chose que j'avais rarement entendue. Je viens de réaliser ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait toute ta vie. Que veux-tu dire? Le faire-part. Le voir l'a rendu réel. Tu vas vraiment te marier et je ne serai pas là. Tout comme tu n'étais pas à la fête de Brigitte. Sauf que c'est moi qui t'ai fait ça délibérément. J'ai exclu ma propre fille exprès. Je suis restée silencieuse, la laissant continuer. Comment pourrais-tu pardonner ça? Comment quelqu'un le pourrait? Je ne le ferai pas à ta place. Elle a pris une inspiration tremblante. J'étais si en colère quand Linda a envoyé ce message à tout le monde. Comment osait-elle exposer nos affaires familiales privées? Mais elle avait raison. Ce que j'ai écrit sur toi, sur Julien. C'était horrible. Impardonnable. Ça l'était, ai-je convenu doucement. Je me suis dit que tu réagissais de manière excessive, que tu t'en remettrais et que les choses reviendraient à la normale. Mais en voyant se faire part, en sachant que tu avances sans nous. Ça m'a finalement frappé. J'ai fermé les yeux, entendant une douleur sincère dans sa voix, mais méfiante d'être à nouveau manipulée. Pourquoi as-tu fait ça, maman? Pourquoi as-tu toujours favorisé Brigitte? Il y a eu une longue pause. Parce qu'elle est comme moi, a-t-elle finalement dit. Et toi? Tu es tout ce que j'aimerais être. Quoi? Tu es forte, Anaïs. Indépendante, brillante. Tu n'as besoin de l'approbation ou de l'aide de personne. Tu as construit ta carrière toi-même, ta vie toi-même. Tu es tout ce que mes parents m'ont dit que je ne serais jamais. Sa voix s'est étranglée. Et au lieu d'admirer ça, je l'ai ressenti comme une offense. Je t'ai puni pour ça. Je me suis assise, stupéfaite par son aveu. Brigitte dépend de moi, a-t-elle poursuivi. Elle a besoin de mon approbation, de mon aide. Elle me fait me sentir importante, nécessaire. Tu n'as jamais eu besoin de moi de cette façon. Et au lieu de voir cela comme un succès en tant que mère, je l'ai vu comme un rejet. J'avais besoin de toi, maman. Juste pas pour les mêmes choses que Brigitte. J'avais besoin de ton soutien émotionnel, de ta reconnaissance, de ta fierté pour mes réussites. Je le sais maintenant. Trop tard probablement, mais je le sais. Elle a pris une profonde inspiration. Je suis en thérapie, Anaïs. Après que ton père m'ait montré cette lettre qu'il t'a écrite. Après que nous ayons vraiment parlé pour la première fois depuis des décennies de la façon dont nous t'avons traité, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. J'y vais depuis 2 semaines maintenant. C'est bien, maman. Je n'attends pas que cela te fasse changer d'avis sur le mariage. Je voulais juste que tu saches que je vois enfin ce que j'ai fait, comment je t'ai blessé, et je suis tellement désolé. La conversation s'est terminée peu après, me laissant émotionnellement épuisé, mais aussi étrangement pleine d'espoir. Pour la première fois, ma mère avait assumé la responsabilité de son comportement sans détournement ni reproche. J'ai appelé Julien et lui ai demandé de rentrer plus tôt. Quand il est arrivé, je lui ai montré la lettre de mon père et lui ai parlé de l'appel de ma mère. À quoi tu penses? A-t-il demandé doucement. Je ne sais pas. Une partie de moi veut les croire, penser qu'ils ont vraiment changé, mais une autre partie a peur que ce ne soit qu'une autre manipulation. Que faudrait-il pour que tu aies confiance que c'est sincère? J'y ai réfléchi. Du temps, de la constance, le respect de mes limites. Alors, peut-être que c'est la réponse pour l'instant. Tu n'as pas à prendre de décisions permanentes, juste des décisions temporaires basées sur ce dont tu as besoin maintenant. Et pour le mariage, ai-je demandé. Penses-tu que je devrais les inviter? Julien a pris mes mains. C'est ta famille, Anaïs. Je soutiendrai tout ce que tu décideras. Mais pose-toi cette question, quand tu imagines le jour de notre mariage, quel scénario t'apporte la paix? Les avoir là avec ces nouvelles compréhensions, ou que ce jour soit juste à propos de nous et des gens qui t'ont toujours soutenu? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir.
Je n'arrêtais pas de rejouer l'appel en larmes de ma mère, la lettre de mon père, les années à me sentir inférieur, et les récentes semaines à affirmer mon pouvoir. Au matin, j'avais pris une décision. J'ai appelé tante Linda. Je veux inviter mes parents à la cérémonie, ai-je dit. Pas à la réception, juste la cérémonie. Et pas Brigitte. Tu es sûr, a-t-elle demandé. Oui. Ils ont tous les deux pris leurs responsabilités d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Je ne suis pas prête pour une réconciliation complète, mais je pense que c'est un pas que je ne regretterai pas. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Quelque chose que Julien a dit sur la paix. Quand j'imagine regarder en arrière sur le jour de mon mariage dans des années, je pense que je trouverai plus de paix en sachant que j'ai offert cette branche d'olivier que si j'avais gardé la porte complètement fermée. Après avoir parlé avec Linda, j'ai rédigé une simple note à envoyer avec une invitation uniquement pour la cérémonie. Maman et papa, j'ai apprécié vos récentes réflexions et excuses. Je ne suis pas prête pour une réconciliation complète, mais je suis disposée à ouvrir la porte à une nouvelle relation, plus saine. J'aimerais vous inviter à assister à notre cérémonie de mariage le 15 mai. Cette invitation n'inclut ni Brigitte ni la réception qui suivra. S'il vous plaît, respectez ces limites comme un premier pas vers la guérison. Anaïs. Je l'ai envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception pour savoir quand il la recevrait. 2 jours plus tard, ma mère a envoyé une simple réponse par texto. Merci. Nous serons là. Selon tes conditions. Puis est arrivé le rebondissement le plus inattendu de tous. Tante Linda a appelé avec une nouvelle qui m'a laissé sans voix. Jacques a rompu les fiançailles avec Brigitte, a-t-elle dit sans préambule. Quoi? Quand? Pourquoi? Hier. Apparemment, il a découvert qu'elle mentait sur beaucoup de choses, y compris depuis combien de temps ils sortaient ensemble. Ils n'étaient pas ensemble depuis 2 ans, ni 6 mois, juste comme je l'avais entendu dire. Mais il y a plus. Selon ta mère, Jacques a trouvé des textos entre Brigitte et des amis, où elle admettait avoir délibérément gardé secrète ton histoire avec Jacques, même à lui. Quand il lui a demandé pourquoi elle cacherait quelque chose d'aussi anodin, elle aurait répondu qu'elle savait que ça te dérangerait, ce qui est exactement la raison pour laquelle elle voulait sortir avec lui en premier lieu. Tu es sérieuse? Elle a commencé à sortir avec mon ex de la fac intentionnellement pour me contrarier? C'est encore pire. Jacques a trouvé d'autres messages où elle admettait avoir manipulé des situations entre toi et tes parents pendant des années, s'assurant de toujours paraître sous un meilleur jour. Elle supprimait les messages de soutien que tu lui envoyais, puis disait à tes parents que tu ne prenais jamais de ses nouvelles. Elle déformait tes paroles pour les faire paraître égoïstes ou critiques. Je me suis effondré sur une chaise. Donc, toutes ces années, ce n'était pas seulement mes parents qui la favorisaient. Brigitte travaillait activement pour maintenir cette dynamique. Ta mère est dévastée. Pas seulement à cause des fiançailles rompues, mais en réalisant comment Brigitte vous a tous manipulés. Elle a dit que cela lui fait remettre en question chaque supposition qu'elle a eue sur ta relation avec ta sœur. Après la fin de l'appel, je suis restée assise dans un silence choqué. La révélation sur Brigitte expliquait tellement de choses sur la dynamique de notre famille. Les fois où je pensais avoir clairement communiqué quelque chose à mes parents, pour qu'ils comprennent tout de travers. Les occasions où des gestes aimables envers ma sœur se transformaient en preuve de ma nature compétitive. Je n'ai pas ressenti de satisfaction face aux fiançailles rompues de Brigitte. Juste de la tristesse pour la relation que nous aurions pu avoir sans la toxicité et la manipulation. Julien m'a trouvée assise là quand il est rentré. Tout va bien? Je lui ai raconté ce que Linda avait partagé. Son expression est devenue de plus en plus troublée à mesure que l'histoire se déroulait. C'est beaucoup à digérer, a-t-il dit quand j'ai fini. Comment te sens-tu? Validé, triste, un peu engourdi. J'ai passé tellement d'années à penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, quelque chose qui me rendait moins aimable que ma sœur. Découvrir qu'elle me sabotait activement. Ça n'efface pas la douleur, mais ça aide à donner un sens. Julien a hoché la tête. Exactement. Et d'une manière étrange, je me sens pleine d'espoir quant à la possibilité d'avoir une vraie relation avec mes parents sans l'interférence de Brigitte. Mais j'ai aussi peur de trop espérer. Il m'a serré dans ses bras. Un jour à la fois, c'est tout ce que nous pouvons faire. La semaine précédant notre mariage fut un tourbillon de derniers préparatifs et de célébrations prénuptiales. La famille de Julien a organisé un magnifique dîner de répétition chez eux.
Mes amis ont organisé une journée au spa qui nous a toutes laissées détendues et rieuses, et tante Linda a organisé un petit brunch familial pour les parents qui avaient voyagé pour y assister. À travers tout cela, j'ai ressenti un sentiment de paix concernant ma décision d'inviter mes parents à la cérémonie. J'avais établi des limites claires, et jusqu'à présent, ils les avaient complètement respectées. Aucune pression pour inclure Brigitte, aucune demande pour une plus grande implication, juste une simple gratitude pour l'invitation limitée. La veille du mariage, Julien et moi avons suivi la tradition et avons passé la nuit séparés. Il est resté chez ses parents tandis que je suis resté dans notre appartement avec ma meilleure amie, Nathalie. « Tu es nerveuse de voir tes parents demain ?» a-t-elle demandé alors que nous partagions une bouteille de vin. Un peu, mais surtout je me sens. Je ne sais pas, résolu. Comme si, quoi qu'il arrive, je sais que j'ai fait ce qui me semblait juste pour moi. Et tu es sûr de ne pas inviter Brigitte ? J'ai hoché fermement la tête. Après ce que nous avons appris sur la façon dont elle a manipulé tout le monde, j'ai besoin de plus de temps avant d'être prête à avoir le moindre contact avec elle. Peut-être un jour, mais certainement pas à mon mariage. T'a-t-elle contacté depuis que Jacques a rompu leurs fiançailles ? Non. Selon Linda, elle reste chez une amie et parle à peine à mes parents. Je pense qu'elle a honte d'avoir été démasquée. Le matin de mon mariage s'est levé clair et lumineux. Le soleil de mai filtrait à travers les fenêtres de la suite nuptiale chez les parents de Julien où je me préparais avec mes demoiselles d'honneur. Tante Linda est arrivée tôt, apportant du café et des pâtisseries pour tout le monde. « Ta mère m'a appelé ce matin », a-t-elle dit doucement alors que la maquilleuse travaillait sur une de mes amies. Mon estomac s'est noué. Que voulait-elle ? Juste s'assurer qu'il devait toujours venir. Elle ne voulait pas supposer que quoi que ce soit avait changé. Mais elle voulait aussi être certaine que tu les voulais toujours là. La considération dans ce geste, le respect de mes limites, m'a touché de manière inattendue. Oui, je les veux toujours là, juste pour la cérémonie. Comme nous en avons discuté. Linda a hoché la tête. C'est ce que je lui ai dit. Ils seront là à 14h30, quelques minutes avant la cérémonie comme tu l'as demandé. À 13h30, j'étais entièrement vêtu de ma robe, une simple mais élégante fourreau de soie ivoire avec de délicats détails en dentelle à l'encolure et une traîne balayante. Mes cheveux étaient arrangés en ondulations lâches avec de petites fleurs blanches nichées dans la coiffure. Et mon maquillage était naturel mais soigné. Tu es absolument magnifique, a dit Linda, les larmes aux yeux. Julien ne saura pas ce qui lui arrive. On a frappé à la porte, nous interrompant. Quand Linda a répondu, mon père se tenait là, seul, son expression un mélange de nervosité et d'admiration. « Est-ce que je peux entrer ?» a-t-il demandé, regardant par-dessus Linda vers l'endroit où je me tenais. J'ai hoché la tête et Linda s'est écartée pour le laisser entrer. Il s'est arrêté à quelques mètres, admirant mon apparence avec des yeux brillants. « Anaïs » a-t-il dit doucement. « Tu es éblouissante. »« Merci, papa. » Il s'est éclairci la gorge. « Je sais que je ne te conduis pas à l'hôtel aujourd'hui, et je comprends pourquoi, mais je me demandais si je pouvais avoir un moment avec toi avant la cérémonie. » Linda et mes demoiselles d'honneur se sont discrètement éclipsées, nous laissant seuls. « Ta mère et moi avons apporté quelque chose pour toi, » a-t-il dit, tendant une petite boîte en velours. Ce n'est pas une exigence ou une attente. Juste un cadeau si tu le veux. J'ai ouvert la boîte pour trouver un délicat bracelet de perles avec un petit fermoir en diamant. C'est magnifique. Il appartenait à ma mère. Elle te l'a laissé spécifiquement, bien que j'ai honte de dire que nous ne te l'avons jamais donné à son décès. J'ai soulevé le bracelet de la boîte, passant mes doigts sur les perles lisses. Tu n'es pas obligé de le porter aujourd'hui, a-t-il ajouté rapidement. Ou jamais, si tu ne le veux pas. Mais je voulais que tu l'aies. Pour que tu saches que malgré nos échecs en tant que parents, tu as toujours été aimée, Anaïs. Même quand nous ne le montrions pas correctement. Les larmes menaçaient de ruiner mon maquillage. Voudrais-tu m'aider à le mettre ? Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il attachait le bracelet autour de mon poignet. Une fois fixé, il a reculé, mais j'ai attrapé sa main. Papa, je dois dire quelque chose. Il a hoché la tête, se préparant visiblement. Je suis toujours blessé par tout ce qui s'est passé. Je suis toujours en train de surmonter des années à me sentir inférieur dans notre famille. Mais je crois que vous êtes sincèrement désolé et je veux essayer de construire une nouvelle relation, plus saine, basée sur l'honnêteté et les limites. Je le veux aussi, a-t-il dit, sa voix rauque d'émotion. Plus que tout.
Alors nous commencerons aujourd'hui, un pas à la fois. Il a souri, un vrai sourire. Peut-être le premier sourire sincère que j'avais vu de sa part depuis des années. Un pas à la fois. Avant de partir rejoindre ma mère, mon père a dit quelque chose qui resterait avec moi pour toujours. Anaïs, je suis si fier de la femme que tu es devenue. Pas grâce à nous, mais malgré nous, et c'est un témoignage de ta force et de ton caractère. 20 minutes plus tard, alors que la cérémonie était sur le point de commencer, j'ai pris une décision de dernière minute. Au lieu de marcher seul dans l'allée comme je l'avais prévu, j'ai demandé à tante Linda de m'accompagner. Cela signifierait beaucoup pour moi, lui ai-je dit. Tu as été là pour moi quand j'avais le plus besoin de quelqu'un. Elle a essuyé ses larmes et m'a offert son bras. Je serais honoré, ma chérie. Le jardin était transformé avec des chaises blanches disposées en rangées, une simple arche florale, et des bocaux remplis de fleurs sauvages suspendues à des crochets de berger le long de l'allée. Alors que la musique commençait, j'ai aperçu mes parents assis tranquillement au dernier rang. Ma mère tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Puis j'ai vu Julien m'attendre sous l'arche, son visage s'illuminant lorsque nos regards se sont croisés, et tout le monde a disparu. C'était notre moment, non entaché par les drames familiaux ou les blessures du passé. Ensuite, mes parents se sont approchés brièvement à la fin de la file de réception. Ma mère, l'air inhabituellement sobre, m'a serré doucement dans ses bras. « Merci de nous avoir inclus », a-t-elle dit. C'était une belle cérémonie. C'en était une, a convenu mon père. Julien semble être un homme merveilleux. Il l'est, ai-je répondu. Le meilleur que j'ai jamais connu. Bon, nous allons y aller maintenant, a dit ma mère. Je sais que la réception est. Eh bien, nous comprenons les limites que tu as fixées. Alors qu'il se tournait pour partir, j'ai pris une autre décision spontanée. Maman, papa, il y a un petit café à 2 rues d'ici. Si vous voulez y attendre, Julien et moi pouvons passer après la réception pour un petit moment. Vers 21h. L'espoir qui a jailli dans leurs yeux m'a fait réaliser qu'ils n'attendaient vraiment rien de plus que la cérémonie. Nous adorerions ça, a dit ma mère. Mais seulement si tu es sûr. J'en suis sûr. Ce ne sera pas long, mais c'est un début. Ils sont partis et Julien a serré ma main. C'était généreux de ta part. Ça me semblait juste, ai-je répondu. Pas pour eux, mais pour moi. Je ne veux plus porter de colère. La réception était tout ce que nous avions espéré. Intime, joyeuse, remplie de gens qui célébraient sincèrement notre amour. Nous avons dansé, nous sommes régalés d'un repas préparé par notre restaurant préféré, et avons coupé un gâteau simple mais élégant. À 21h, comme promis, nous nous sommes arrêtés au café. Mes parents attendaient, y étant clairement depuis des heures plutôt que de risquer de nous manquer. Nous avons passé 30 minutes ensemble, parlant non pas du passé, mais de nos projets de lune de miel et du cabinet de pédiatrie de Julien. Ce n'était pas une réconciliation profonde, mais c'était civilisé et agréable, une base sur laquelle construire potentiellement. En partant, ma mère a demandé avec hésitation, pourrions-nous dîner ensemble un de ces jours après votre retour de lune de miel? Juste pour parler? J'ai jeté un coup d'œil à Julien, qui a fait un subtil signe de tête de soutien. Oui, je pense que j'aimerais ça. Sur le chemin du retour à notre appartement, maintenant mari et femme, Julien a demandé, comment te sens-tu par rapport à tout ça? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Paisible. Je ne suis pas assez naïf pour penser que tout est magiquement réparé. Mes parents ont des décennies de schémas à surmonter. Et moi aussi. Mais j'ai l'impression d'avoir repris le contrôle du récit. Je ne réagis plus seulement à leur comportement. Je décide de la forme que je veux donner à notre relation à l'avenir. Et Brigitte? C'est plus compliqué. Ce qu'elle a fait était délibéré et soutenu. J'aurais besoin de voir un vrai changement avant d'être prête à avoir une quelconque relation avec elle. Il a hoché la tête. C'est logique. Et c'est parfaitement normal si ça prend du temps, ou même si ça n'arrive jamais. Ce qui est étrange, c'est que je me sens reconnaissante d'une certaine manière. Si je n'avais pas été exclue de cette fête de fiançailles, j'aurais peut-être continué à accepter leur traitement pour toujours. Parfois, il faut une rupture dramatique pour créer de l'espace pour quelque chose de plus sain. Julien s'est garé sur notre place de parking et s'est tourné vers moi. Alors, Madame Louis, êtes-vous prête à commencer notre aventure? Je me suis penché pour l'embrasser. Plus que prête, Monsieur Louis. Plus que prête.
Me réveiller le premier matin en tant qu'épouse de Julien m'a rempli d'un sentiment de paix que je n'avais jamais connu auparavant. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de notre chambre alors que je le regardais dormir, ses traits détendus et contents. C'était ma famille maintenant. Celle que j'avais choisie. Celle qui m'avait choisi en retour. Entièrement et sans condition. Nous sommes partis pour notre lune de miel le lendemain. 2 semaines à explorer la côte normande. Nous avons séjourné dans de petites chambres d'hôtes, fait des randonnées le long des falaises, mangé du homard dans de minuscules restaurants de bord de mer, et passé de longues soirées à parler de nos rêves pour l'avenir. Loin de l'environnement familier et des pressions quotidiennes, j'ai senti les derniers de mes murs émotionnels tomber. Je veux avoir des enfants un jour, ai-je dit à Julien un soir alors que nous étions assis sur le porche de notre gîte, regardant les vagues s'écraser sur le rivage. Mais j'ai peur de répéter les schémas, de traiter d'une manière ou d'une autre un enfant différemment d'un autre. Julien a pris ma main. Le fait que tu en sois consciente signifie que tu brises déjà le cycle. Et nous serons partenaires là-dedans. En nous tenant mutuellement responsables, en nous assurant que nos enfants se sentent toujours également valorisés. Nos enfants, ai-je répété, savourant l'expression. J'aime le son de ça. À notre retour, j'ai tenu ma promesse et accepté de dîner avec mes parents. Julien a proposé de venir avec moi, mais j'ai décidé d'y aller seul. C'est quelque chose que je dois faire pour moi-même, ai-je expliqué. Pour voir s'il y a vraiment un potentiel de changement. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant neutre, loin de l'environnement chargé de leur maison. Ma mère avait fait un effort sur son apparence, mais semblait plus mince que dans mon souvenir, avec de nouvelles rides autour des yeux. Comment était la lune de miel, a demandé mon père après que nous ayons commandé les boissons. Merveilleuse. La Normandie est magnifique, surtout à cette période de l'année. La conversation a commencé maladroitement, avec des sujets sur et des formulations prudentes. Mais au milieu du repas, ma mère a posé sa fourchette et m'a regardé directement. Je vois ma thérapeute 2 fois par semaine, a-t-elle dit. Nous nous concentrons sur les raisons pour lesquelles je vous ai traité si différemment, Brigitte et toi. C'est difficile, douloureux, mais nécessaire. J'apprécie que tu me dises ça, ai-je dit prudemment. Je ne m'attends pas à ce que les choses changent du jour au lendemain, a-t-elle poursuivi. Mais je veux que tu saches que je suis déterminé à faire le travail, à être meilleur. Et Brigitte, ai-je demandé. Lui as-tu parlé? Mes parents ont échangé un regard. Elle reste toujours chez son amie, a dit mon père. Elle est en colère que nous soyons en contact avec toi. Elle a l'impression que nous avons pris ton parti, comme elle le dit. Et l'avez-vous fait, n'ai-je pu m'empêcher de demander. Nous avons essayé d'expliquer qu'il ne s'agit pas de prendre parti, a répondu ma mère. Il s'agit de reconnaître où nous avons eu tort et d'essayer de réparer. Mais elle n'est pas prête à entendre ça. Elle a commencé une thérapie aussi, a ajouté mon père. Sa thérapeute lui a suggéré de garder une certaine distance avec nous tous pendant qu'elle travaille sur ses problèmes. J'ai hoché la tête, surprise, mais heureuse que Brigitte cherche de l'aide. Ça semble sain, en fait. À la fin du dîner, je me sentais prudemment optimiste. Mes parents n'étaient pas magiquement transformés, mais ils faisaient des efforts sincères. Ma mère s'est reprise 2 fois alors qu'elle commençait à minimiser mes sentiments, s'arrêtant en pleine phrase pour reformuler. Mon père participait activement à la conversation plutôt que de s'en remettre à ma mère. De petits changements, mais significatifs. Au fil des mois, notre nouvelle dynamique s'est lentement stabilisée. Nous avons établi une routine de dîner mensuel, d'appels téléphoniques occasionnels et de limites claires. Quand ma mère retombait dans ses anciens schémas, je le lui faisais remarquer calmement. Quand mon père restait silencieux dans des moments où il aurait dû parler, je le nommais aussi. Parfois, il répondait sur la défensive, mais de plus en plus, ils écoutaient et s'ajustaient. 6 mois après notre mariage, j'ai reçu un email inattendu de Brigitte. L'objet disait simplement « Je suis désolé ». Le message lui-même était long et brut. Elle reconnaissait avoir manipulé des situations entre nous pendant des années. Admettait être sortie délibérément avec Jacques pour me contrarier et assumait la responsabilité de son rôle dans la dégradation de notre relation. J'ai passé ma vie à croire que je n'avais de la valeur que si j'étais la favorite, a-t-elle écrit. Je me suis convaincu que cela signifiait que tu devais être moins favorisé, moins aimé. J'ai créé une compétition là où il n'y en avait pas besoin. Ma thérapeute m'aide à comprendre d'où cela vient, mais comprendre n'excuse pas ce que j'ai fait. Je t'ai blessé délibérément et à plusieurs reprises,
et je suis vraiment désolé. Elle a terminé en disant qu'elle comprendrait si je ne voulais plus jamais de relation avec elle, mais que si j'étais un jour disposé à parler, elle accueillerait l'opportunité. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai partagé l'email avec Julien et en ai discuté lors de mes propres séances de thérapie. Après 3 semaines de réflexion, j'ai répondu « Merci pour tes excuses. J'apprécie ton honnêteté et le travail que tu fais en thérapie. Je ne suis pas encore prête pour un contact direct, mais je suis ouverte à cette possibilité à l'avenir. J'ai besoin de plus de temps et de voir un changement constant, non seulement en parole, mais en acte. Je te souhaite le meilleur dans ton cheminement de guérison. » Sa réponse fut simple. « Je comprends. Merci d'être disposé à l'envisager un jour. Je respecterai complètement ton rythme. » Fidèle à sa parole, elle ne m'a ni poussé ni fait pression sur moi. Nos parents mentionnaient de temps en temps qu'elle allait bien, poursuivait sa thérapie et avait commencé un nouveau travail qu'elle appréciait. J'étais heureuse de ses progrès, mais je maintenais ma limite concernant le contact direct. 1 an après notre mariage, Julien et moi avons acheté notre première maison, une charmante maison de style colonial de 3 chambres avec un jardin clôturé, parfaite pour les enfants que nous espérions avoir un jour. Mes parents sont venus à notre pendaison de crémaillère, apportant un cadeau attentionné et interagissant chaleureusement mais de manière appropriée avec nos amis. « Ta mère semble différente », a commenté mon amie Nathalie, plus. Je ne sais pas, authentique. Elle l'est, ai-je convenu. Nous avons encore nos moments, mais elle essaie vraiment. Ils essaient tous les deux. Et Brigitte? Je garde toujours mes distances, mais elle respecte mes limites. Peut-être qu'un jour nous essaierons de reconstruire, mais je ne me précipite pas ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que Julien et moi nettoyions, il m'a enlacé par derrière. « Tu as l'air heureuse, Madame Louis. » Je me suis tourné dans ses bras. Je suis heureuse. Plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible. Même avec toutes les complications familiales. Surtout avec les complications familiales? Parce que ce ne sont plus des complications. Ce sont juste des relations avec des limites saines. J'ai passé tellement d'années à essayer d'être assez bien pour des gens qui ne pouvaient pas voir ma valeur. Maintenant, je suis entouré de gens qui m'aiment exactement comme je suis. Il m'a embrassé doucement. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Dans les années qui ont suivi, ma relation avec mes parents a continué d'évoluer de manière positive. Lorsque notre fille Emma est née, ils sont devenus des grands-parents qui respectaient nos décisions parentales et traitaient notre enfant avec l'amour inconditionnel que j'avais tant désiré en grandissant. 2 ans plus tard, j'ai finalement accepté de rencontrer Brigitte. Nous nous sommes retrouvés pour un café dans un lieu neutre, toutes deux nerveuses et incertaines. La conversation était maladroite au début, mais s'est progressivement détendue alors que nous discutions de nos parcours respectifs en thérapie. « Je veux que tu saches que je ne m'attends pas à ce que nous soyons les meilleurs amis du monde », a-t-elle dit. « J'aimerais juste avoir la chance de te connaître tel que tu es maintenant, pas à travers le prisme déformé que j'ai créé. Je pense que c'est un objectif raisonnable, ai-je répondu. Un pas à la fois. Nous avons établi une relation prudente, nous rencontrant de temps en temps pour déjeuner, échangeant de brefs textos sur nos vies. Ce n'était pas la sororité étroite que certains frères et sœurs apprécient, mais c'était honnête et respectueux, ce qui semblait suffisant. Le plus grand cadeau de ce voyage est arrivé de manière inattendue le 3e anniversaire d'Emma. Alors que je regardais ma fille entourée de gens qui l'adoraient, y compris ses grands-parents, la famille de son oncle Julien, et oui, même tante Brigitte, j'ai réalisé à quel point le cycle avait été complètement brisé. Emma ne connaîtrait jamais ce que c'est que d'être l'enfant moins favorisé, de remettre en question sa valeur en fonction de la façon dont les adultes la traitaient. Elle grandirait en sécurité, sachant qu'elle était assez, exactement comme elle était. Ce soir-là, après qu'Emma se soit endormie au milieu de ses nouveaux jouets, Julien m'a trouvé sur la balançoire du porche, perdu dans ses pensées. « Un sou pour tes pensées ?» a-t-il demandé en me rejoignant. Je pensais juste à quel point l'enfance d'Emma est différente de la mienne. Comment briser un seul schéma a tout changé. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-il dit. Tu as eu le courage de dire ça suffit et la compassion de permettre la rédemption quand elle a été méritée. Je me suis appuyé contre son épaule. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Bien sûr que si, a-t-il objecté doucement. Mais je suis content que tu n'aies pas eu à le faire seul. En regardant en arrière maintenant, je peux retracer toute la transformation à ce moment où j'ai découvert que j'avais été exclu de la fête de fiançailles de ma sœur.
La douleur de cette exclusion m'a conduite à me défendre, à exiger le respect que je méritais, et finalement à créer une vie remplie d'amour et de connexions sincères. Parfois, les moments les plus douloureux deviennent les catalyseurs de notre plus grande croissance. Parfois, être laissé de côté est exactement ce dont nous avons besoin pour trouver notre chemin. Et parfois, la famille que nous créons compte plus que la famille dans laquelle nous sommes nés. Si vous vous êtes déjà senti négligé ou sous-évalué par les personnes qui devraient vous aimer le plus, sachez ceci, vous méritez mieux. Vous êtes assez, exactement comme vous êtes. Et il n'est jamais trop tard pour créer des limites qui protègent votre cœur et nourrissent votre esprit.